Hollywood mérite de se faire remplacer la gueule. Scream 7, c'est l'un des pires trucs que j'ai vu depuis qu'on a lancé le podcast en film d'horreur. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec tout ce que t'as dit. Tu connais Scream? Oui. C'est vraiment une saga incroyable, n'est-il pas? Mhm. Ça a commencé en 1996 avec le premier Scream. Écrit par Kevin Williamson. Ouais, justement. mais réalisé par Wes Craven. Réalisé par Wes Craven. Petite histoire du premier Scream très rapidement. Kevin Williamson, c'est un scénariste qui galère un peu. Kevin Williamson se fait peur avec un copain en parlant de films d'horreur au téléphone. Et c'est de là que lui vient l'idée du premier Scream. Idée qu'il avait déjà un petit peu expérimenté dans une ébauche de scénario quand il était à l'université. Il avait écrit la scène d'intro, la fameuse scène d'intro qui est très connue. Et donc, il se décide de s'isoler pendant quelques jours dans une maison et de pondre le scénario Scary Movie qui va devenir très populaire à Hollywood puisque tous les studios vont se l'arracher, il va y avoir une guerre d'enchères et c'est finalement Dimension Film, une nouvelle filiale de Miramax qui va choper les droits. DJ Manson. Et Wes Craven, à la base, ne veut pas réaliser le film, puisqu'il veut plus faire des films d'horreur. En fait, Wes Craven, c'est un mec qui a passé toute sa putain de carrière à essayer de ne plus faire de films d'horreur. Ça a jamais marché. Son dernier film d'horreur, son dernier film, c'est Scream 4. Donc, il a commencé avec des films d'horreur, il a fini avec des films d'horreur. A contrario, David Coeb qui lui continue à faire plein de films qui n'ont rien à voir avec des dinosaures et ça marche tout aussi pas bien. Oui, c'est vrai. Wes Craven accepte le projet, puisque notamment Drew Barrymore est attaché au projet, sauf que Drew Barrymore, à la dernière minute, elle fait « ce serait cool si en fait je mourrais très rapidement. » Et Wes Craven, il fait « Non, mais tu saoules, déjà j'ai pas envie de faire le film, me casse pas en plus les couilles. » Finalement, il accepte, il se rend compte que l'idée est absolument brillante, de tuer la meuf qui commence vraiment à percer de ouf à Hollywood. Enfin, ça fait des années qu'elle est connue à Hollywood, mais dans les années 90, c'est vraiment le moment où Drew Barrymore, elle devient une icône. Bah, c'est une grosse tête du cinéma à ce moment-là. Non, mais ça réutilise un truc qui avait été un peu popularisé ou voire même un peu créé, on peut dire, avec Psychose. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, c'est le fait de caster quelqu'un de connu et de le tuer assez rapidement. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a par exemple Emma Roberts qui va refaire la même chose dans un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle La Chasse, film d'horreur pas ouf. Ah bah je suis pas d'accord, c'est sympa. La c'est Chasse. sympa, mais oui. C'est un bon série B du dimanche soir. Et Emma Roberts refait la même chose. Emma Roberts, l'un de ses rôles majeurs, c'est dans quoi? C'est dans Scream 4. Scream. Et en fait, c'est un succès phénoménal, le premier Scream. En fait, au début, il se plante un peu au box-office. C'est genre, pas de bol, bon bah ce film-là ne marche pas. Bouche à oreille. C'est le bouche à oreille. En fait, chaque semaine, le film va faire un peu plus d'entrées que la semaine précédente. La deuxième semaine, en fait, le film stagne, ce qui est hyper rare. Normalement, les films normalement perdent des entrées de semaine en semaine. Et là, petit à petit, le film va monter jusqu'à 100 millions de dollars de recettes, ce qui est complètement ouf pour un budget de genre 16 millions. Donc, c'est un immense succès qui va un peu renouveler le genre du slasher. Et c'est comme ça qu'on va avoir le néo-slasher avec les Souviens-toi l'été dernier, les Urban Legends, les J'ai fait caca dans les toilettes, regardez comme il est beau mon caca. C'est ce genre de film, quoi. Le genre horreur commençait un peu à s'essouffler, on commençait à avoir un petit peu tous les codes et ça ne surprenait plus grand monde. Les films d'horreur se plantaient de ouf au début des années 90. Au et du coup, Scream a un parti pris qui est, on reviendra plus tard parce qu'on est en désaccord là-dessus, mais qui est intéressant, à savoir jouer un peu avec le quatrième mur et les codes du cinéma horrifique, parce que les personnages vont être au courant de ces codes-là et vont pouvoir jouer avec. Ce qui sera pas vrai, mais ouais, en fait c'est ça. Il y a un truc qui est souvent dit à propos de Scream, c'est que ça réinvente le genre du slasher. Non, ça le commente. Ouais, en vrai, ça le commente, c'est du commentaire. La grande force de Scream pour moi, elle réside effectivement dans son commentaire du genre du slasher et du genre du film d'horreur en règle générale, mais c'est surtout la manière dont c'est écrit. Il a quand même fait un travail d'écriture, Kevin Williamson. Les personnages sont attachants, ils sont vraiment bien caractérisés. Le casting aussi est particulièrement réussi, c'est-à-dire que tous ils dégagent quelque chose de particulièrement unique. Tu vois, que ce soit Rose McGowan, que ce soit évidemment Neve Campbell qui est dans le rôle principal, Matthew Lillard, Keith Ulrich, ils sont tous excellents. Tu vois, je trouve que ils sont iconiques, tu vois, ils sont vraiment emblématiques cette bande de potes, cette bande d'ados. Et voilà, je trouve que l'écriture du scénario de Kevin Williamson, elle a quelque chose quand même d'assez brillante, c'est que le scénario est assez infaillible. Il y a 2-3 mini incohérences, genre comment Gail Weathers arrive aussi vite n'importe où dans le premier film. Il y a 2-3 trucs qui. S'il y avait que ça, moi ça me poserait pas problème. Et surtout, je trouve que la grande force du film, c'est la manière dont il va jongler avec les différents tons. Un coup, on va vraiment rigoler avec le film, parce que les blagues des personnages sont vraiment marrantes. Il y a aussi un peu de burlesque, il y a vraiment plein de choses qui sont très drôles dans le premier Scream et des moments d'horreur absolument terrifiantes ou hyper gore ou vraiment dérangeantes. Et on va vraiment être sur cette limite de c'est des ados qui se font tuer,
Mais en même temps, ils sont un peu chill à propos de ça, et ils font des blagues, et en même temps, non, quand la mort arrive, ils ont vraiment peur, et c'est vraiment gore. Moi, j'adore vraiment la manière dont Scream 1 arrive à jongler comme ça avec le ton du film. C'est quelque chose que je vais avoir du mal à retrouver dans les autres épisodes de la franchise. Je trouve qu'il y en a aucun qui arrive à aussi bien manier les différents tons, humour, comédie, horreur, dans Scream 2, Scream 3, Scream 4. Alors moi je suis pas du tout d'accord avec tout ce que tu as dit. Je trouve que c'est de la Je merde. trouve que c'est pas terrible. Mais non, je vais en parler dans un court instant. Juste peut-être, on peut parler de la saga très rapidement, un mot pour chaque film. Mhm. Et comme ça, moi après, je donne mon idée Ah oui, globale de la saga. de la saga Vas-y, vas-y, en vas-y. général. Donc Scream 1, toi tu aimes beaucoup, tu trouves que c'est bien écrit, c'est bien interprété. Et c'est aussi un film de mon adolescence, c'est l'un des films avec lequel j'ai commencé Ok. le cinéma horrifique. Ouais, donc, c'est entendable. Mais C'est en vrai, entendable. c'est vraiment une Madeleine de Proust. C'est genre, dès que je le regarde, je suis heureux, quoi. Scream 1, c'est un whodunit croisé avec un slasher. On va essayer de trouver qui est le tueur parmi tout le groupe d'adolescents. Et c'est un peu ce qui en fait aussi une œuvre sympathique. Et ludique, en fait. C'est plus engageant en tant que spectateur de regarder ça que l'énième Freddy, où, bah, en fait, oui, bon, bah, c'est toujours Freddy le tueur. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu plus ludique et ça change les règles du jeu, quoi. Ouais, et puis nous, c'est un genre qu'on aime bien aussi, le Ouais. whodunit. Scream 2, c'est la même chose, c'est juste pas le même tueur. En fait, Scream 2, il a été fait vraiment dans l'urgence et ils ont pondu le film genre en 1 an après la sortie du 1 pour surfer sur le succès Bah, du premier. Ça se sent. Ça sent, mais en même temps, Kevin Williamson avait déjà prévu son scénario à l'origine. Donc, c'est-à-dire qu'il a écrit Scream 1 et il avait déjà une outline de tout ce qui allait se passer dans le 2. Donc, avec le jeu de piste de le tueur essaye de recopier les meurtres Oui, du oui. premier film, etc. Moi, je trouve que Scream 2 est pas mauvais en soi, mais il réussit moins là où le premier est pour moi très très fort. C'est-à-dire le truc de jongler avec les tons. C'est que les moments où le film se veut drôle, il me fait moins rire. Les moments où il veut me faire Ça peur, a ça un me fait goût de moins peur. réchauffer quand même. Ça a un goût de réchauffer, c'est un peu le 1 au moins bien pour le dire très très Ouais, ouais, rapidement. ouais. Scream 3, ils vont un petit peu sortir du lycée et tout ça. On va se retrouver sur des plateaux de cinéma. Le Scream 3 me fait beaucoup penser à Freddy 7. Ouais, bah c'est d'ailleurs c'est Wes Craven les deux. C'est toujours Wes Craven, mais où ça va encore essayer de péter le quatrième mur. Il y a quelques idées intéressantes, même en termes de mise en scène ou jeu avec les décors, mais c'est mal branlé, c'est mal filmé, c'est pas très C'est une intéressant. giga merde Scream 3. Et globalement, en fait, c'est un raté, malgré quelques petites idées qu'on pourrait retenir. Non, mais le gros problème de Scream 3, c'est surtout son écriture, hein, parce que le film a encore une fois été fait dans l'urgence. Il a été réécrit sur le plateau. Il y a tout un délire avec un espèce de jeu de piste. On essaye de comprendre ce que vient foutre la daronne de Sidney Prescott dans cette histoire, mais c'est extrêmement mal branlé. Il y a la frange de Gale Weathers qui a une catastrophe. Oh oui. Et, oh oui. Ah, mais ça brûle la rétine. Hein. Et non, non, vraiment, le film est très mauvais et on commence à être dans quelque chose d'assez répétitif, mais là qui se perd complètement, Ouais. où on sait plus du tout où on va. Et pareil, en fait, moi j'aime beaucoup le message que le film a sur Hollywood et sur ce qu'il essaye de dénoncer d'Hollywood, Ouais, mais c'est. mais c'est trop brouillon. Ouais, ça trempe en orteil hein, en plus. Ça va Ouais. pas. C'est pas jusqu'au boutiste dans son discours. Hein. Ce qui est marrant, entre très très gros guillemets, c'est que voilà, c'est un film qui dénonce les abus sur les jeunes actrices qui essayent de percer dans l'industrie, et c'est un film qui est produit par Harvey Weinstein, donc c'est Bah, il a peut-être coupé des bouts. Il a dit non, mais ça, tu mets pas ça. Bah, je sais pas, mais en tout cas, le personnage, c'est difficile. Le personnage Non, je suis d'accord. du producteur, c'est difficile de ne pas avoir Harvey Weinstein dedans. Scream 4, assez surprenant, puisque effectivement, on le disait juste avant, ça commence à s'essouffler au bout du troisième opus. Et le quatrième. Il s'écoule de longues années avant que le. Oui. À la base, c'est une trilogie Scream, ça s'arrête là, c'est fini. Mais ils ont On décidé remballe. quand même d'en faire un 4. Et c'est peut-être le plus réussi après le 1. Pour moi, c'est mon préféré après le 1, ouais. Ouais, mais je me demande même sur certains aspects si je le préfère pas au 1. Ah ouais, t'es un peu dans la bulle là, mais. Je suis un peu dans l'abus. Mais ils vont essayer de remettre les potards un peu à fond. C'est un peu plus gore, c'est un peu plus trash. C'est vraiment le plus gore de tous, hein, je crois, hein, le Ouais, 4. ouais. Et puis il est vraiment increvable ce Ghostface dans celui-ci. Ouais. Ça garde tous les codes qui ont déjà été mis précédemment. Et ça rajoute quelque chose d'intéressant. En fait, je crois que la force de Scream 4, elle réside dans le fait que Kevin Williamson, déjà, bah, il revient à l'écriture parce qu'il avait été vachement écarté sur Scream 3. Et en fait, le scénario de Williamson a été retravaillé. Parce que lui, il commençait à partir dans des délires où, genre, en mode, il voulait faire une nouvelle trilogie, il avait plein d'idées et je sais pas quoi. Ça reviendra plus tard. Ouais, ça reviendra plus tard. Ça partait un peu dans tous les sens, son scénario de base. Il y a un scénariste qui est arrivé, qui a recondensé tout ça, qui a vraiment remodelé la fin et qui a fait un dernier acte que je trouve particulièrement réussi. C'est peut-être l'un des moments de la saga que je préfère, ce dernier acte où on va avoir la révélation de qui est le tueur, ses motivations et comment ça va se poursuivre jusqu'à la fin du film, quoi. Moi, j'adore cette scène-là. Et j'aime beaucoup aussi le fait que on revient à Woodsboro, on retrouve les décors originaux.
Et Woodsboro a une gueule de Woodsboro dans ce film-là. Ça n'a pas été tourné au Oui. Canada pour des raisons de budgétaires. Problème qu'on va retrouver dans Scream 5, par exemple, où ça se passe à Woodsboro, mais pour moi, ça n'a pas du tout la gueule de Woodsboro. Je suis d'accord. En tout cas, c'est plutôt une réussite, ce 4e opus. En fait, le 4 marche pas de ouf au box-office et il se fait un peu défoncer par les critiques. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Et donc, le plan de faire une nouvelle trilogie à Scream, en fait, est complètement zappé et la saga remeurt pendant une petite dizaine d'années. Oui, jusqu'à l'apparition d'un 5e opus. Et là, on arrête de suivre le personnage de Sidney Prescott qu'on suivait jusqu'alors. Et on va se concentrer du coup sur des nouveaux personnages, un nouveau groupe. Et ce 5e opus, il est pas super apprécié. On Et est quand même les un fans aiment cran... bien, hein. On Il est est bien quand noté même sur un les peu, Letterboxd. un cran au-dessus du 2 et du 3, je trouve. Moi, je suis pas d'accord, hein. J'aime pas du tout. Ah ouais? Not my ghost face. Mieux que le 3, mieux que le 3. Non. Ah ouais? Ah si. Bah, si tu veux. Attention, mais je vais revenir dessus, mais moi Scream j'ai du mal. Quoi qu'il en soit, ça marche plutôt bien. Et puis, Ça marche très bien, ouais, au box-office. et puis dans la foulée, faisons-en un 6e avec ces nouveaux personnages-là. On continue de les faire évoluer. Mais cette fois, de les c'est faire à se New confronter. York. Et cette fois, c'est à New York. Idée qui pourrait être intéressante. Idée un peu réchauffée. Toutes les sagas d'horreur, à un moment, se sont dit, venez, on met ça dans un autre Oui. paysage. Vendredi 13/8 avait déjà fait Ouais. l'épisode à New York. Est-ce qu'on avait besoin de le faire avec Scream? Et avant qu'on parle du 7e, moi, je vais mettre des gens à dos. Mais mets-toi les ados. Scream, c'est sympa, mais c'est pas ouf. Je suis pas d'accord du tout. Je trouve que c'est pas aussi intelligent que les gens aiment à le croire. Ça veut jouer sur les commentaires, sur ah regardez, il y a ça dans les films d'horreur et tout. Pourquoi pas? Et moi, l'idée de base vraiment me séduit. Pourquoi pas jouer avec le 4e mur? Mais si tu fais à tes personnages des commentaires et que tu ne les exploites pas, ou tu ne les twistes pas, ou tu ne joues pas avec, mais c'est juste des commentaires, je trouve que c'est d'une fainéantise terrible. Et tous les personnages, dans tous les scrims, vous verrez que dans le 7e ça marche aussi, mais font des commentaires en disant « Ah oui, mais le tueur, il fait toujours ça, alors surtout ne faites pas ça ». Et ils le font quand même. C'est-à-dire que Scream Ouais. n'a jamais été un renouveau du genre horreur, Ouais, puisqu'il copie complètement ce qu'il faisait avant. C'est juste qu'ils disent « Ah, regardez, il va se passer ça ». Mais je suis désolé, ça en fait pas un Moi, je trouve que c'est renouveau. dans les buts. Bah, si ils arrivaient à twister des codes et à jouer avec ça, en disant attention, vous savez, dans les films d'horreur, si 2 adolescents baisent, ils vont se faire tuer. C'est un des codes du genre horrifique. Surtout ne le faites pas. Et que ils jouent avec ça, ils le font pas. Non, là ils disent juste attention, si ça baise, vous allez crever. Et ils baisent. Et ils crèvent. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tous ces codes-là, ils vont juste les commenter et C'est pas jamais vrai, jouer avec ça. Le truc du sexe, c'est pas vrai. Non, mais je te prends Non, un le exemple parmi film- tant d'autres. Le film a un commentaire beaucoup plus intéressant que ça sur. En général, quand ils vont parler des codes du cinéma d'horreur, ils vont juste les nommer, mais ils vont faire exactement la même chose. Bah, Exactement la même chose. Et moi, ça je me suis pas pose d'accord un parce que problème. déjà le mélange du genre du whodunit et du slasher est déjà un renouveau en soi, donc je suis pas entièrement d'accord Ah avec ouais, ça. ouais. Puis après, Kevin Williamson, non, il s'est pas cassé le cul. Il a refait la même chose avec What You Did Last Summer. Ouais, mais non, c'est pas ça l'histoire. C'est que le studio avait un scénario de Kevin Williamson qu'il avait écrit quelques années avant. Ils se sont Ouais. dit, on a ça, Scream, ça a marché, faites-le vite, 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 vite. On en avait parlé il y a quelques émissions pour. Et ils ont sorti le film un an après Scream. Et donc, je trouve qu'à aucun moment ça réinvente quoi que ce soit. Cependant, je reconnais que les scènes d'intro sont très réussies. Et je pense très sincèrement que ça aurait été juste un super court-métrage. Bah, la scène Voilà. d'intro du 1 est géniale. La scène Celle d'intro du- du 1, c'est une vraie putain de séquence d'intro où il y a. Tu peux l'étudier, tu vois, cette scène-là. Et je trouve qu'elle est brillante. La scène du 2, elle est sympa aussi. La Oui. scène du 4, elle est trop drôle. La scène du 4 est vraiment sympa. La scène du 5 marche très bien. Ouais. La scène du 6 est plutôt cool. Bah si, ils font le truc de ah. Ouais. Et la scène du 3 est naze. C'est quoi la scène du 3 déjà? La scène du 3, c'est le personnage qu'on pensait être le tueur de la mère de Sidney Prescott se fait slasher. Voilà. Ah oui, Normal oui, que tu ah t'en oui, elle est pas souviennes. bien. ouais. Il est dans la voiture, tout ça. Après, il va dans son appart. Ouais, c'est naze. Mais à part ces scènes d'intro là, qui sont vraiment,
enfin surtout sur le premier film, mais qui est vraiment brillante. Je trouve que le reste, c'est du réchauffé, comme on le disait avant. Avant qu'on entre dans la critique de Scream 7, qui est un effroyable film. Voilà, disons les choses, c'est une giga méga merde. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce 7e opus. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Avant qu'on entre donc dans la critique de ce film et qu'on explique tout ce qui ne va pas dans Scream 7 et peut-être ce qui va dans Scream 7, est-ce qu'il y a des choses qui vont bien dans ce film? Non. Avant qu'on rentre là-dedans, il faut qu'on revienne sur les galères de prod que a rencontré Spyglass et Paramount autour de Scream 7. Est-ce que, Tom, tu veux faire ce petit jeu avec moi? Mais bien sûr, parce qu'il faut savoir que de base, avant de faire notre petit bullet point de l'enfer, de base, on devait continuer à suivre Jenna Ortega et Melissa Barrera. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'aventures avant d'arriver à ce 7e opus. Donc voici toutes les galères de prod qu'a rencontré Scream 7, toutes les merdes qui ont été pavées sur le chemin de ce 7e opus. Alors Spyglass a donc viré Melissa Barrera en 2023 après un post sur Instagram en soutien à la population de la Palestine, ce qui ressemblait vachement à du macartisme 2.0 si tu veux mon avis. Oui, et dans la foulée, Jenna Ortega qui quitte la franchise. Beaucoup pensent qu'elle a fait ça en soutien à sa costard, mais il sera révélé plus tard que Ortega avait déjà prévu son départ depuis un petit moment. À cause de tout ce bordel, il y a le réalisateur du film Christopher Landon qui avait commencé sa carrière en tant qu'interne chez Dimension Film et donc c'était l'un des premiers à avoir lu le scénario du tout premier Scream, donc il avait très envie de réaliser ce 7e opus de Scream. Le problème c'est que en fait il a reçu des menaces de mort qui sont allées jusqu'au FBI, donc il a dit bon ok d'accord, après l'affaire Melissa Barrera, je me retire et je ne réaliserai pas ce film. Donc il quitte le projet, mais maintenant faut réécrire un nouveau scénario parce qu'on a plus les deux actrices principales, on a plus le réal, faut tout recommencer. Et il faut aussi trouver un nouveau réalisateur. Ça fait beaucoup. Le scénariste du 5 et du 6, il est plus disponible parce qu'il est en train de réaliser Nuremberg. Nuremberg, c'est quoi? C'est un film sur le procès de Nuremberg dans lequel on voit Hermann Göring faire des pompes dans sa cellule en attendant son procès en mode badass. Qui a eu l'idée de filer un film sur la Seconde Guerre mondiale au scénariste de Scream? Je sais pas, mais Sérieusement. il était sous une substance probablement. Spyglass, donc ils se disent que ce serait cool de rappeler Neve Campbell, qui est quand même l'actrice principale de tous les films Scream, qui n'était donc pas dans le 6. Pourquoi elle n'était pas dans le 6? Eh bien parce que Spyglass avait refusé de payer Neve Campbell le cachet qu'elle demandait. Bah là, faut baisser le pantalon. Donc là, faut baisser le pantalon, exactement. Ils sont allés voir Neve Campbell, ils lui ont fait une sorte d'excuse publique, en tout cas elle a posté sur les réseaux sociaux, genre ça y est, ils sont excusés et ils ont augmenté mon salaire. Je suis heureuse. Et donc, ils sont allés chercher Kevin Williamson, qui avait écrit le premier Scream, en lui disant « Dylan, tu veux pas réaliser notre nouvel opus ?» Là, tournage, machin, patatras. La campagne promo du film démarre. Alors déjà, le film, il a pas mal de hate, il se fait boycotter parce que donc il y a tout le truc avec Israël, Palestine, ils ont viré Melissa Barrera, etc. Il y a plein de gens qui détestent Scream 7 avant même qu'il ne soit sorti. Et la campagne promo commence. Qu'est-ce qu'ils font avec leur campagne promo? Et pourquoi pas faire un partenariat avec Meta, avec Facebook AI, l'IA de Facebook, pour s'incruster en IA dans des scènes de Scream. Quelle bonne idée. Mais c'est brillant. Mais évidemment, la com de merde ne s'arrête pas là, ce serait dommage, puisqu'ils font un partenariat avec Kalshi, l'application de paris en ligne. Quel désastre. Non, en vrai, c'est chaud, c'est genre... C'est tendu de ouf, c'est que des mauvais choix. Partenariat avec l'IA de Facebook, partenariat avec un truc de gambling en ligne, de merde, bref. Et évidemment, podcast avec Papacito. Et coup de grâce, 2-3 semaines avant la sortie du film, l'intégralité du synopsis du film fuite en ligne. Voilà, donc il s'avère que moi, par exemple, j'ai lu l'intégralité de ce qui se passait dans Scream 7 il y a 2-3 semaines. Et c'était vrai. Et c'était vrai. Vraiment, tous les points de scénario, tout était vrai. Et il y a quelques jours, c'est toute la scène de fin avec la révélation du tueur qui est leakée sur les réseaux sociaux. En mode, t'as la vidéo avec tous les acteurs, vraiment, le gros logo de Paramount sur l'écran, Propriety of Paramount. Vous l'avez compris, c'est un désastre et ça nous amène, hier soir, Nico et moi, à aller voir l'avant-première de Scream 7 qui, pour une raison plus ou moins obscure, était à minuit et finissait à 2h du matin. Alors c'est un désastre, mais n'empêche qu'ils ont déjà vendu 60 millions de dollars de pré-sales pour Scream 7, ce qui en fait le plus gros pré-opening day pour un Scream. Mais... Après, est-ce que c'est pas pour le retour de Neve Campbell où les gens étaient pas là en mode on va les chier sur un film, ça va être super? Je sais pas, mais en tout cas le film démarre très bien sans même être sorti encore aux États-Unis. Il sort vendredi, même si du coup la scène de fin a vraiment fuité en ligne. Genre c'était vraiment la scène telle quelle, hein. J'avais tout vu quoi. Et je pense pas que la deuxième semaine ça stagnera, hein. Je pense que ça va chuter. Je pense que le bouche à oreille risque d'être mauvais. Évidemment, on va absolument pas spoiler la fin de Scream 7. En fait, on spoilera pas, on va donner notre avis sur le twist, mais on révélera aucun élément de... On vous dira pas qui est le tueur, même si tout le monde sait qui est le tueur. Voilà, si vous ouvrez Twitter, vous verrez qui est le tueur. Mais on ne le dira pas ici, on va juste dire ce qu'on pense de ce twist, c'est tout. Ouais, bien sûr. Tom,
Par où on commence pour expliquer ce qui va pas? Quelle Déjà, scène il y a... d'intro de Ouais. merde. Oh, c'est la pire, quoi. C'est Elle vrai. est nulle. Elle est lente. Elle est nulle. Déjà, il y a un truc qui va être assez symptomatique de la suite, hein, mais la scène d'intro commence avec deux personnages qui rentrent dans la maison de Stumacher, un des premiers tueurs, et le lieu iconique du premier opus. Et du 5e aussi. En mode, ouais, regardez, petit clin d'œil. Ça fait 3 fois que vous l'utilisez, les gars, la maison Ouais. de Stumacher. Et franchement, c'est pas nécessaire, c'est pas avec ça que tu vas m'attraper. La scène est fainéante, il n'y a pas d'idée de mise en scène, il n'y a absolument rien de flippant. Et ça va mener à un truc intéressant, entre grandes guillemets, c'est qu'on va comprendre que ça va jouer avec l'IA, avec les robots. C'est c'est vraiment la pire idée pour un film Scream. Et tu vois tout venir. Cette séquence d'intro qui est souvent surprenante, qui est souvent bien amenée et qui est le highlight du film, là, tous les trucs, t'es capable de les guess 30 secondes avant que ça arrive. Et c'est extrêmement dommage parce que normalement, cette scène d'intro-là, elle est censée te mettre dans le bain, tu vois. Ouais, du ton du film. Bon, en Ouais, vrai, ouais, elle ouais. marche bien, du coup, elle te met bien dans le bain Ah, elle te met de la complètement nullité dans le du ton. film. On va retrouver Neve Campbell, en tout cas le personnage de Sidney Prescott, et de sa fille, avec le retour d'un mystérieux tueur. Ouais, c'est ça. Par où prendre ce gros bout de merde? En fait, l'un des problèmes fondamentaux de Scream Sense, c'est Kevin Williamson. Je pense qu'il n'a pas fait de film depuis les années 90 en tant que réal. Il n'a pas fait beaucoup de films. Il a réalisé un film. Oui, j'ai il a réalisé noté. un seul film, c'est ça. Après, Kevin Williamson est responsable de la création d'autres trucs qui ont marqué le public. Hein. Dawson, Vampire Diaries. Enfin, il a eu Ouais. beaucoup de succès à la télévision. Mais il a réalisé un film en 99 qui s'appelle Teaching Mrs. Tingle. Voilà. Voilà, merci Kevin. Et il revient donc à la réal avec Scream 7. Je pense que Kevin Williamson, enfin je sais que Kevin Williamson est fan d'Halloween. Et c'est toujours son film préféré à l'heure actuelle. Halloween de John Carpenter, chef-d'œuvre du genre, un des films qui démocratise le genre du slasher. Hein. C'est l'un des premiers slashers modernes. Pour moi, on a deux espèces de proto-slasher avec Texas Chainsaw Massacre qui... par bien des aspects, n'est pas vraiment un slasher, je trouve. Et même s'il y a certains codes qui vont être surutilisés par la suite dans le slasher. Oui. Et Black Christmas, qui est un film que je trouve assez moyen en fait dans les années 70. Mais voilà, on s'approche doucement des années 80. Et là, on a Halloween. Et là, Halloween, clairement, c'est genre les codes sont posés. Et c'est ce qui va un peu imposer le style slasher dans tout le reste des 80s. Donc, Kevin Williamson, il est hyper fan d'Halloween. C'est vraiment son film préféré encore à l'heure actuelle. Kevin, si tu veux faire un Halloween, négocie avec les gens qui ont les droits d'Halloween et fais un film Halloween. Viens pas saloper la saga Scream. Qui est déjà mal en point. Hein. Qui est déjà bien mal en point et qui s'émancipe par bien des aspects de Halloween. Là, chaque épisode de Scream, j'ai vu un commentaire intéressant sur Twitter qui répondait à un tweet que j'ai fait sur Scream 7. Le mec disait, le premier Scream, c'est une critique des slashers. Ça commente le slasher en règle générale. Le deuxième, ça commente les suites. Je peux pas entendre ça. Le troisième, non mais en vrai, le commentaire okay. est intéressant. Le troisième, c'est un commentaire sur les trilogies. Le quatrième, c'est un commentaire sur les reboots et les remakes d'horreur qui arrivaient vachement à la fin des années 2010 avec le remake de Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13, etc. Même de Freddy. Et c'est textuel ça. Ils le disent dans le film. Oui. Le cinquième, c'est une critique des Legacy Qual. Exactement, mais il y a tout un texte là-dessus dans le 5. Ouais, mais ça commence à être un peu plus bancal. Ouais, le sixième, je reprends son commentaire exact sur Twitter, c'est t'as vu, c'est à New York. Et le septième, il se moque, il se fout de notre gueule quoi. D'ailleurs, il y a beaucoup moins ce côté un peu méta. J'ai eu cette impression-là, je sais pas si j'ai tort ou pas. Effectivement. Mais ils ont beaucoup moins de choses à dire sur le genre. Il n'a plus rien à raconter sur le genre. Non, il a en plus, alors ça pourrait être intéressant s'il a plus rien à raconter sur le genre, autant se concentrer sur les personnages, mais il a rien à dire intéressant sur ces personnages. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec Sidney Prescott? Il rétro-pédale de 5 films pour chacun des personnages. Gail Weathers, d'une scène à l'autre, elle a un autre développement de personnage, elle se reboot. Et ça fait 30 ans qu'on les suit ces persos-là. Ouais, et en fait, il y a eu le Legacy Call, il y a eu le quatrième. Tu peux pas les réinventer perpétuellement. À un moment, ils sont à un stade de leur vie, ils sont installés et tu peux pas le transformer tout le temps. Et en fait, la saga Scream, ça a jamais été une saga avec ce nombre insupportable d'épisodes. Tu vois, on est au Hellraiser 12, au Vendredi 13, 18. Et en fait, là, le problème, c'est qu'avec Scream 7, c'est bon. Là, on est à fond dedans. On est déjà avec Scream 6, on était vachement dans cette saga en perte de vitesse, avec un côté redondant, insupportable. Là, avec le 7, c'est bon, on est dans ce
50e épisode de Halloween qu'on a déjà vu 150 fois, avec cette petite variation. Là, ça va avoir un lien avec l'IA dans le film. Quelle putain de bonne idée. Et les clins d'œil appuyés à Halloween, ça suffit, Kevin. Les feuilles mortes sur la route, les plans sur l'hôpital psychiatrique, les références à Michael Myers dans la manière dont tu vas filmer Ghostface. Ghostface, c'est tout l'inverse de Michael Myers. Il se prend des gamelles à longueur de putain de film. Et là il est increvable. Là, c'est genre, c'est The Shape, quoi. C'est vraiment cette forme menaçante qui plane, un espèce de danger increvable qui plane sur tous les personnages. C'est pas ça dans Scream. Ghostface, c'est pas ça. Non, il y a que un point qui pourrait rejoindre un peu le personnage de Michael Myers, c'est tirer dans la tête, parce que sinon, il se relève toujours. Mais c'est justement un twist. Oui, mais en fait, mais c'est le seul truc. Sinon, il se gamelle sur des tapis, il se prend des portes parce constamment. qu'il est humain, parce que c'est l'un d'entre les personnages. C'est Il l'un a des un personnages. côté un peu goofy sur bien des aspects, qu'on retrouve beaucoup moins dans ce nouvel opus. Michael Myers, il est filmé comme le mal incarné. Et là, il essaye de nous le filmer pareil. Sauf que le masque de Ghostface, il est pas fait pour être filmé de cette manière, Kevin. Vraiment, hein, je te promets. Hein, dans aucun autre film, il est montré comme ça. C'est un masque qui a été acheté à une boutique de costumes d'Halloween et qu'un mec un peu dérangé ou une meuf un peu dérangée porte pour tuer ses copains et ses copines. C'est vraiment bizarre qu'il ait même pas compris ça sur son propre personnage et sur son propre univers. Et ce délire d'IA, c'est quand même n'importe quoi. Ça n'a pas grand intérêt et c'est surtout que je ne comprends pas. Je veux dire, ça y est, l'IA, elle est installée dans nos vies. Et c'est pas prêt de s'arrêter, il va y avoir beaucoup d'évolutions. Mais si tu te dis, ok, je vais intégrer le sujet de l'IA dans mon film, surtout dans un film d'horreur et sur un whodunit, l'utiliser de cette manière-là, qu'on ne va pas spoiler encore une fois, je ne comprends pas comment t'as pas eu une autre idée. C'est-à-dire que si je devais utiliser l'IA, les deepfakes ou qu'importe dans ce genre de film-là, ce que j'aurais fait personnellement, c'est-à-dire je vais prendre des anciennes vidéos et je vais faire croire à tout le monde que Sidney Prescott a fait un massacre, a tué en faisant du deepfake, en faisant des vidéos générées par IA et pour que l'opinion publique se retourne contre elle. C'est une idée comme ça que j'ai eue en 10 secondes. Là, ça n'a aucune utilité à part dire peut-être je suis de retour. Mais ça n'a aucun impact, ça n'a aucun intérêt. Et c'est juste du fanservice mal branlé et en plus, c'est cringe à crever. c'est cringe à crever. C'est vraiment pas bien. Il y a des retours de comédiens. Et il n'y a pas de critique de l'IA en plus. Alors, ouais, non, il n'y a aucune critique. Il n'y a pas de critique, c'est une utilisation, mais c'est pas une critique. Il y a une réplique du film de Courtney Cox qui dit Shut up, you AI asshole. Je suis désolé, je pète un câble devant ça, quoi. Qui a écrit cette merde Un enfant de 5 ans. Parce que ferme ta gueule, espèce de connard en IA, c'est une vraie réplique de ce Scream 7 et vraiment on est tombé bien bas. Il y a un retour de comédienne, on va pas spoiler, même si en réalité c'est sur l'affiche Letterboxd et que c'est sur l'affiche et c'est dans le trailer. Et puis bref, ça n'apporte rien à l'histoire. Hein. ça apporte absolument rien à l'histoire. C'est juste un coucou. On vous spoil pas qui ou quoi revient, comme ça vous pouvez avoir votre plaisir. Les personnages, j'avais envie de les revoir. Hein. Ah oui, vraiment. je dirais juste qu'un certain réalisateur qui a fait des commentaires récemment avait peut-être pas si tort que ça au final, parce qu'il y a des performances dans Scream 7 qui donnent vraiment envie de se jeter par la fenêtre. En fait, le problème global, c'est qu'ils ont pas d'idée, et que ce soit sur la critique du genre ou les codes du genre, que ce soit sur les personnages à ramener ou à utiliser, tu sens que globalement, il n'y a pas d'idée et qu'ils le font pour faire des sous, quoi. Ce qui est un gros problème. Et on peut parler un petit peu de mise en scène aussi, mais c'est très rapide, hein, parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment chaud. Il n'y en a pas. J'ai retenu 2 plans du film qui étaient pas débiles, mais à la portée du premier mec qui a envie de faire un film. Qui sont les plans de l'esthétisation des meurtres, c'est ça dont tu parles ? Eh ben même pas. Ah, parce qu'il y a ça, du coup, et ça, c'est encore quelque chose qu'on retrouve chez le personnage de Michael Myers. Pour Michael Myers, c'est un peu un enfant un enfant détraqué, hein, évidemment, qui met en scène ses meurtres. Et donc, dans les différents films Halloween, on va le voir mettre en scène de manière créative mais comme pour Jason. Jason X, par exemple, ouais, mais non, mais je le mate pour ces scènes-là qui sont très... Oui, les slashers, on les regarde toujours parce que ils utilisent des manières créatives de faire un nouveau meurtre, une nouvelle arme, une nouvelle manière de filmer, un truc un peu intéressant. Mais le personnage de Michael Myers, lui, il met en scène ses meurtres, toujours. Il y a toujours une espèce de théâtralisation du meurtre. Là, on va retrouver ça. Comme s'il faisait des petites sculptures de chair et de sang, quoi. Ouais, là, on va retrouver un petit peu ça. Et là, on va retrouver ça dans Scream 7, sauf que Ghostface, il a jamais fait ça. Non. C'est toujours juste, encore une fois, un mec ou une meuf dans un costume qui essaye de tuer des gens pour X ou Y raison. Mais il y a jamais cette idée d'esthétisation du meurtre. Là, il veut tellement copier Halloween pour aucune putain de raison qu'on va avoir 2-3 meurtres dans le film, comme ça, où il va y avoir toute une mise en scène autour du meurtre. C'est de la grosse merde. C'est
comprends le film que t'as fait il y a 30 ans avant de remettre tes vieilles mains pleines de caca dessus, en fait. Et je parlais d'un plan, mais qui est tout bête, qui est à la portée de n'importe qui a envie de faire un peu de cinéma, Mhm. où en un seul plan, tu vois à un moment Ciné Prescott poser son arme à terre, et en fait, quand elle se relève, tu vois que dans le dos, elle en a un autre. Oui. Ouais, ok. J'ai juste dit, ah, tu as eu au moins l'intelligence de dire, je vais pas faire 4 plans, je vais en faire qu'un. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et dans la scène d'introduction, à un moment, il y a de la pénombre, tu ne vois rien, et va y avoir une légère lumière qui va passer, où il y aura uniquement le visage blanc de Ghostface. Encore une fois, C'est tout. C'est Michael Myers. C'est comme ça qu'on filme Michael C'est Myers. comme ça qu'on filme Pas Michael comme ça Myers. qu'on filme C'est les Ghostface. 2 plans que j'ai retenus du film. Ghostface, il arrive en se pétant la gueule dans les escaliers, pas en Ouais, mode voilà. menaçant. En criant et. T'as raison, il y a vraiment pas d'idée dans la mise en scène. C'est un peu désolant à quel point Kevin Williamson arrive pas à faire un découpage. Les scènes d'action, c'est une catastrophe, par exemple. C'est absolument illisible. Il y a ça, et même quand il veut iconiser des personnages, je repense à l'arrivée de Gale Weathers, qui est une arrivée de Power Rangers. On a eu les applaudissements à la Marvel dans la salle. Ouais. C'est hyper cringe. Ouais, Genre, ouais, ouais. vraiment, La salle qui était horrible, d'ailleurs. Ouais, C'était affreux. À un moment dans la salle, tout le monde parlait. C'est la première fois que je voyais ça, mais tout le monde parlait. Et t'as un mec qui a gueulé mais fermez vos gueules. Je l'aime, ce type-là. Sachez, j'ai envie de le retrouver, j'ai envie de lui dire bravo. Moi, j'avais un mec qui respirait l'intelligence devant moi, qui à un moment allumait son téléphone et il était lui-même sur son fond d'écran. Donc c'était vraiment le 2 de QI qu'il pensait être. La mise en scène, c'est le vide absolu. Y a rien. Et il y a même des problèmes techniques. La photographie des 2 derniers films, moi, elle me dégoûte un peu. Je la trouve vraiment pas belle. Mais celle-ci, c'est encore pire. On a effectivement des erreurs techniques dans énormément de scènes du film. Il y a une fameuse scène d'interview qui est complètement vide avec un nombre de problèmes, que ce soit à l'écriture, dans la caractérisation des personnages, au dialogue et à l'image. C'est le festival de la merde, quoi. Et on a aussi des erreurs techniques du style, il y a des problèmes de shutter. Donc la vitesse d'obturation va être mal réglée, ce qui fait que le flou de mouvement des personnages va être absolument dégueulasse. Erreur qu'on retrouve par exemple dans des films amateurs. Voilà, pas dans des films qui coûtent, je crois que le budget du film c'est 40 millions, pas dans ce genre de film en fait. Non, je suis d'accord. C'est assez aberrant. Et j'ai eu la réflexion pendant le film à un moment que je pense qu'un fan-film YouTube avec 2-3 idées un peu ingénieuses et du matos à peu près correct peut avoir une gueule et une ambiance bien plus réussie que ce Scream 7. Ce qui est terrifiant en vrai. C'est terrifiant. Genre, et j'ai eu cette réflexion là aussi pendant le film, c'est Hollywood, vous méritez de vous faire remplacer par l'IA. Franchement Non, à ce stade. Non mais frère, oui, non, mais je vois ce que tu en veux fait, dire. en fait, quand il y a aussi peu de travail qui est mis sur une franchise qui tient à cœur à beaucoup de gens, dont moi, qu'il y a aussi peu de travail qui est fait sur Vous en avez rien à branler, quoi. l'écriture, la mise en scène, juste d'apporter quelque chose à cette saga qui commence à durer depuis beaucoup trop longtemps. Hollywood mérite de se faire remplacer la gueule. Genre, voilà. Ouais. Je pense qu'on a traité pas mal de points. On va faire 3 petites phrases, mais il va falloir faire 3 petites phrases sur le twist. sur le twist. Sans le spoiler. Sans le spoiler, on va juste parler de la révélation. On va pas dire qui est le tueur et ce que ça implique sur le pourquoi il fait ça. Ouais. Car c'est 2 gros problèmes. Un, la révélation, ça tombe de nulle part. Je peux pas vous dire comment, pourquoi ou quoi. Il y a plein de gens qui ont. J'ai vu pas mal de commentaires sur internet qui disaient je n'ai pas compris le twist de fin. Mais c'est pas compréhensible. C'est encore une fois témoin de on n'a plus d'idées, les gars. Ça ne raconte absolument plus rien sur le genre, plus rien sur le film, rien sur le développement du personnage de Sidney Prescott qui a l'air d'être quand même au cœur du film. C'est un cheveu sur la soupe qui est déjà rempli de pu. Ouais, surtout sur les motivations donc du tueur, où là tu dis ça pose un problème sur ce que tu veux raconter, film. C'est ça, sans spoiler. Donc déjà, on vous a dit que, je sais pas s'il y a grand chose à spoiler parce que vraiment le twist du film est incompréhensible, il a niqué demi-tête. Donc même si on vous spoilait, vous auriez la même surprise en salle de « Hein, quoi ? J'ai pas compris ». Et surtout, ce que le film dit au global sur la condition des femmes qui ont subi des violences conjugales, Elles sont folles. C'est à vomir, Ouais. c'est vraiment à vomir, c'est dégueulasse. C'est vraiment hyper crado. Et tous les thèmes que le film essaye d'aborder, que ce soit l'IA, ça, toute l'intrigue avec sa fille et elle, etc., Neve Campbell et sa fille, il a rien à dire sur rien de tout ça, quoi. Non, et puis en fait, quand il essaye de dire quelque chose, c'est dégueulasse, quoi. Ouais, et aussi sur les personnes qui finissent en hôpital psychiatrique, qui ont des problèmes psy. Voilà, déjà que la saga Scream, elle brillait pas par le respect des troubles psychologiques. Là, vraiment, on a touché le fond du trou. Le
Le sous-texte est pas bien. C'est catastrophique tout le truc avec l'asile, etc. C'est vraiment... Ouais, bref, c'est vraiment dégueulasse. Vous l'avez compris, on vous recommande pas ce Scream 7. Tu sais quoi, Tom? On en a vu des merdes au cinéma de films d'horreur, notamment ces derniers mois. On a vu des choses affreuses comme Primate, on a vu... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Clowns in a Cornfield, ou des trucs vraiment Conjuring 4, Ouais. des trucs vraiment effroyables. Bah, non, mais je suis Scream d'accord. 7, Scream 7, qui est quand même Scream est quand même peut-être l'un de mes films d'horreur préférés, hein. Je déteste Scream 5 et 6, faut le savoir. Je trouve que c'est vraiment des grosses merdes. Moi, je les revois à la hausse. Hein. Bah ouais, c'est vraiment du gros nivellement par le bas, mais de ouf. Scream 7, c'est l'un des pires trucs que j'ai vu depuis qu'on a lancé le podcast en film d'horreur. Genre, parce que ça chie sur mon fanatisme pour Scream, et ça chie sur le genre, quoi. Ça chie. C'est un peu ton Batman Forever à toi, quoi. Je trouve ça, je me suis fait la réflexion quand on est sorti de la salle. Je crois que c'est l'une des pires suites que j'ai vues au cinéma. Et j'ai vu Die Hard 5 au cinéma, d'accord? Ah ouais, je l'ai vu aussi, Die Hard 5 au ciné. Ouais. C'était pas bien. J'en ai vu des merdes. J'ai vu Indiana Jones 4 au ciné. J'ai vu Die Hard 5. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? J'ai vu Alvin et les Chipmunks 3 de Squeakles, ok? Non, j'en ai vu des merdes de suites de films iconiques au ciné. Je crois que je me suis jamais autant fait chier dessus que durant ce Scream 7. Non, je peux entendre, et puis c'est quelque chose qui est cher à ton cœur. Et je trouve vraiment que Primate, qui est un film effroyable, n'allez surtout pas voir Primate, bah, en fait c'est mieux que Scream 7.